Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode d'Hors-Cadre. On est en pleine forêt, on est sur les hauteurs de Biot. Et pour aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel. On est avec David. Salut. Ça va? Ça va? Bonjour. Je te propose qu'on aille Ouais, s'installer. carrément, bien sûr. Avec plaisir. David, je suis très content de te recevoir dans Hors-Cadre. J'ai une première question. Moi, je te connais parce que je te suis sur les réseaux sociaux. Mais les gens qui nous regardent aujourd'hui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter? David Villain, j'ai 32 ans. Je suis né en 92, c'est ça? Ça commence à faire. Hein. Et je viens de la région grenobloise. Donc je suis grenoblois de base. J'ai commencé la vie sans trop faire d'études. Je me suis arrêté à 19 ans. Des études dans le génie civil d'ailleurs, ST génie civil pour faire architecte et maître d'œuvre, que je n'aimais pas trop à l'époque. Okay. J'étais pas du tout fait pour ça à l'époque, en tout cas ça me plaisait pas plus que ça. À 19 ans, je suis parti à l'armée après le bac et j'étais dans l'armée française, j'étais tireur de précision et j'ai fait 5 ans d'armée. Donc pendant ces 5 ans, je suis parti plusieurs fois en mission, enfin je suis parti en mission, je suis parti à l'entraînement à l'étranger et tout ça. Et ensuite, après 5 ans d'armée, où j'avais fait pas mal le tour de ce que je pouvais faire parce que je suis parti en mission. À l'armée, on doit faire 5 ans? En fait, on a des contrats. Ouais. Alors on a des contrats de 1 an, 3 ans, 5 ans et ils sont passés à 8 ans et 10 ans. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas on peut s'engager sur une période et normalement on doit respecter un contrat et à la fin du contrat, si on te propose de re-signer, c'est pas d'office je crois, si on te propose de rempiler sur une certaine période, et ben tu re-signes et tu repars sur un contrat. D'accord. Donc toi tu as arrêté au bout de 5 ans? J'ai arrêté au bout de 5 ans. Okay. J'ai arrêté au bout de 5 ans parce que j'avais pour ambition de rentrer au PGHM. Là, moi, tu me parles. C'est le peloton de gendarmerie de haute montagne, okay, qui a plusieurs pelotons dans les Alpes et dans les Pyrénées, où en fait le but de ce peloton-là, c'est d'aller récupérer des personnes en montagne et généralement en haute altitude, donc dans les crevasses, des personnes qui escaladent et qui tombent d'une falaise et qui se font très mal. Donc généralement ils se déplacent en hélicoptère ou à pied ou en alpinisme, mais en tout cas ils se déplacent assez vite et viennent récupérer des personnes en montagne. D'accord. Donc là, pour le moment, il n'y a pas d'immobilier? Il n'y a pas d'immobilier, non, pas d'immobilier pour le moment. Mais cette période a été longue, donc voilà. Et du coup, je pars à Chamonix. Je fais beaucoup de montagnes, beaucoup d'alpinisme, beaucoup d'escalade, de parapente. Je fais toutes sortes de choses. Et là, où l'immobilier commence un petit peu à rentrer dedans, je suis à Chamonix. Chamonix, tu connais? Ouais, je connais un petit peu. Station des Alpes, ouais, très prisée. Ouais. Toute l'année d'ailleurs, pas que l'hiver, même l'été. Et là, je travaille le soir à partir de 17h, donc c'était après l'armée, hein. À partir de 17h, je travaille dans un chalet de luxe. Enfin, c'est un restaurateur qui avait 80 ans à l'époque et qui me prend comme serveur. Et là, je sers des personnes qui avaient beaucoup d'argent. Et tu vois, la nuitée, c'était minimum 700 € quoi. Ah ouais. Et on servait les gens dans leur chalet, donc il y avait plein de chalets en bois sur le terrain. Et en fait, d'ailleurs, pour la petite histoire, cette personne-là, Philippe, eh bien, il avait acheté un terrain il y a des années et puis il déplaçait des masos pour les mettre sur le terrain et puis voilà, il en faisait des logements atypiques et incroyables. Donc ça plusieurs années en arrière, c'était déjà des logements atypiques en fait, parce que ça vient beaucoup maintenant les logements atypiques, mais donc ça existait déjà. Exactement, okay, mais très haut de gamme, c'est vraiment, en plus c'était un chineur et il avait des locaux entiers de choses qu'il avait chinées depuis 40 ans, enfin c'était extraordinaire. Et en fait il y avait des meubles qui dataient du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, des trucs de fou quoi. Voilà, donc je servais ces personnes-là le soir et la journée, tu vois, de 8h à 17h, je faisais ce que j'avais à faire, mon sport, mon alpinisme pour prendre du niveau. Et le soir, je servais les gens. Pour prendre du niveau, pourquoi? Pour intégrer ce que tu me disais tout à l'heure, la gendarmerie. Prétendre, faire les tests d'entrée pour être guide de haute montagne, qui était une passerelle pour entrer au PGHM. Voilà. Et puis ça faisait vraiment un changement de décor parce que je pouvais passer les week-ends beaucoup de temps en montagne, dormir en montagne, très, très proche de la ville, mais très en altitude et très éloigné, tu vois, de ce qui existait en réalité. Et le soir, je servais des personnes. Et le soir, il y avait plutôt l'opulence, il y avait l'argent, il y avait les gens se payaient des menus à 80 €, 120 € pour certains menus. Et en fait, moi, c'était tellement à côté. Moi, je mangeais pas cher parce que je gardais mon argent pour m'acheter du matos. Enfin bref. Ouais. Voilà. Et je demandais un peu à ces personnes-là. Alors, je parlais avec ces personnes-là et celles qui m'ont mis un petit peu l'état d'esprit de voir plus loin que le bout de son nez et de. C'est là que tu as eu un premier déclic. Ouais, où je me dis c'est possible quoi. Ouais. Il y avait des personnes qui étaient jeunes, tu vois, qui avaient des jeunes réussir. Et du coup, je me dis waouh, mais c'est incroyable. Et là, ça a commencé à rentrer un petit peu dans ma tête. Et le soir, je rentrais dans ma colocation. Puis je commençais à bouquiner. On me disait de lire certains livres. Et du coup, donc pour te former, c'est ça? Pour commencer à regarder pour lire des choses. Ouais. C'était des livres où je ne comprenais pas grand-chose. Parce que c'était des livres qui étaient très bien écrits. Pas les livres qu'on peut trouver maintenant sur un dev perso assez facile. C'était des choses, c'était des écrivains qui avaient fait des choses pour s'ouvrir l'esprit et tout.
Et voilà, et puis rapidement, j'ai commencé à moins aller en montagne. Et je passais mes journées un peu dans ma chambre à dire putain, mais wow, je peux peut-être faire ce que je veux en fait. Toi. Je peux peut-être faire autre chose plutôt. Ouais, que ça, ouais. Et là, me vient un peu l'idée de me dire en fait, j'en ai marre de travailler pour une passion. J'en ai marre de travailler pour une passion et surtout pour un salaire assez faible. Tu gagnais combien à l'époque? Bah moi, quand j'étais militaire, je touchais 2000 euros. Je gagnais 2000 euros, ce qui est à 19 ans, ce qui est très très bien. Ouais, mais l'engagement derrière que je prenais en mission, c'était autre chose. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Et ensuite, là, serveur, j'étais plus à 1600 euros, ce qui était bien pour travailler le soir, même si c'était quasiment du 7-7, je pense, 7 jours sur 7. Et ensuite, au PGHM, c'est 1600, 1700, c'est un gendarme en fait, tu vois. Et donc, je m'étais dit, bon, peut-être que je peux faire autre chose, même si. Et je peux peut-être gagner de l'argent différemment et aller en montagne quand le jour où j'aurai de l'argent. Et voilà, et puis rapidement, j'ai tapé sincèrement sur internet comment devenir riche en 2018, je crois. Incroyable. Ça s'est vraiment passé comme ça. T'as encore les historiques Google ou? Ouais, moi tu vois, et j'ai même plus l'ordinateur. Et la recherche, comment être riche en 2017-2018, je sais pas quand c'était. Et là, il y a tout qui me sort, bourse, trading et ainsi de suite. Et là, immobilier. Et là, immobilier, je sais que quand j'étais à l'armée, j'avais dit à ma mère quand j'étais jeune, maman, j'ai un pote qui a acheté de l'immobilier à Toulouse, un appartement qui met en locatif. Et son rendement devait être pourri, hein, mais en tout cas, c'était cool, quoi. Il a acheté un appart à 20 ans, quoi. Et voilà, elle m'avait dit, écoute, profite de la vie, voilà, tu verras ça plus tard. Bah oui, ça marche, hein, j'ai acheté une grosse bagnole. Et voilà ce que j'ai fait, je suis sorti de l'armée, j'étais endetté à moins 6000 euros. Et puis j'ai dû me faire une grosse éducation financière parce que je dépensais beaucoup plus d'argent que j'en avais en réalité. Et j'étais même endetté, tu vois. Bref, j'apprends un petit peu ce qu'est l'immobilier, j'apprends comment on doit faire pour essayer d'acheter l'immobilier, le revendre ou pour le mettre en location déjà. Et puis on peut se dégager des revenus plus importants que notre loyer, que ce qu'on paye en crédit. Ce qu'on appelle des cash flows. Ouais, exactement. Et du coup c'était lunaire pour moi parce que je découvrais ça en fait. Hein. Du coup je me dis pourquoi pas. Et là, on me conseille d'être en CDI, d'avoir une situation financière stable, au même moment où ce gars dans les chalets me propose d'être son bras droit. Il me dit, écoute David, mon bras droit vient de partir, est-ce que tu aimerais être mon bras droit? Et j'étais très familial, hein. Il n'y avait que lui qui était à la tête du truc, et sinon il n'avait que des saisonniers. Et je dis, écoute, j'ai beaucoup réfléchi, et puis en fait, c'était pas fait pour moi. Voilà, je suis parti, puis je suis retourné à Grenoble, vivre sur les chantiers, travailler dans les chantiers. Donc j'ai travaillé comme cordiste. Cordiste, c'est les alpinistes, mais un peu les alpinistes des temps modernes. D'accord. C'est-à-dire que tu t'accroches à une corde et tu laves des carreaux sur les buildings. Ah ouais, d'accord. Moi, j'ai très peu lavé de carreaux. J'ai beaucoup été en falaise. On fore les rochers. On a des grosses foreuses et on met des gros filets anti-sous-marins. On appelle ça les gros filets ASM pour éviter que les pierres tombent. En falaise, en altitude. Donc ça, c'est un métier à temps plein. Et du coup, je faisais ça en tant qu'intérimaire. Voilà, je faisais ça sur les chantiers. Je dormais tout le temps parce qu'on faisait que du déplacement. Donc je tendais un Mac tout le temps et je dormais dedans parce qu'on avait une prime de déplacement. Et je préférais avoir l'argent de côté plutôt que de dormir à l'hôtel, tu vois. Et donc j'ai commencé à avoir de l'argent de côté petit à petit. Et puis voilà, et puis là j'ai commencé à acheter mon premier bien immobilier. Tu l'as acheté où ton premier bien? À Grenoble. À Grenoble. Ouais. Alors pour ceux qui nous regardent, c'est intéressant Grenoble ou pas? Parce qu'on entend beaucoup de négatifs et de positifs sur Grenoble. Écoute, Grenoble c'est... Alors les Grenoblois aiment Grenoble, tu vois, mais les gens qui viennent de l'extérieur généralement pas trop. Grenoble est une ville étudiante, il y a beaucoup d'étudiants à Grenoble, je crois qu'il y a 80 000 étudiants pour une ville de 160 000 habitants, hors agglomération, enfin tu vois. Ouais. Donc tu as acheté ton premier bien là-bas, un locatif du coup, parce que un appartement locatif, ouais. Parce que là aujourd'hui tu es connu pour l'achat-revente, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Donc un appartement locatif. Ouais. Tu as des chiffres? Colocation. Ouais, alors j'ai acheté mon appart 115 000 euros, 90 mètres carrés, 85 mètres carrés, et j'en ai fait un 4 chambres, c'était un 3 chambres, j'en ai fait un 4 chambres. Et j'ai mis 60 000 euros de travaux, je crois, dedans. D'accord. Que tu as fait toi-même ou que tu as délégué? Que j'ai fait faire. Ouais. Et il m'est revenu en tout à 189, je crois exactement. Le crédit, la ligne de crédit, je crois qu'elle était 189 000 euros. Donc j'ai pas mis d'apport, je pouvais pas trop mettre de l'apport en plus. Et puis voilà, j'ai loué ça 4 chambres. Au début en colocation aux alentours de, je sais plus, peut-être 500 euros par mois, je crois, quelque chose comme ça. Entre 400 et 500 euros par mois. Je crois que j'étais à 1800 euros par mois en tout, pour 850 euros de crédit mensuel. Et comment t'es passé de ça du coup, si tu peux nous expliquer, à l'achat-revente? Donc tu avais ce bien en location. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait connaître l'achat-revente? Ouais. Alors c'est après. Donc après, pour terminer la petite histoire, hein, j'étais sur les chantiers, intérimaire. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de passer chef d'équipe en CDI et ensuite conducteur de travaux dans cette même boîte. Ah oui. Donc j'ai gravi les échelons alors qu'il n'y a rien qui présageait ça à l'époque. Mais voilà. Et du coup, là, j'avais une situation, une stabilité financière un peu plus importante. Et là, je faisais un peu d'immobilier locatif. Et là, j'ai un ami à moi
Ça faisait un moment qu'on se parlait d'achat-revente, que ça pourrait être intéressant pour la suite. Et là, il m'appelle un jour, il me dit David, j'ai un bien intéressant que j'arrive pas à me faire financer avec ma femme. C'est une maison qui fait 450 mètres carrés à côté de Grenoble. Et voilà, on avait pour idée de le diviser en 8 appartements et finalement les banques ne nous suivent pas, c'est trop gros, trop important. Il me dit écoute, ça a l'air de bien tourner en marchand de bien, en achat-revente, est-ce que tu as envie qu'on regarde ça ensemble? Je dis écoute, pourquoi pas. Et là on se penche dessus, là j'étais pas marchand de bien du tout, on se penche dessus et les chiffres sont plutôt intéressants. 8 appartements dans un immeuble, c'est plutôt intéressant, mais un gros projet quand même. Ouais, bien sûr. Et surtout qu'on apprend tout à ce moment-là en fait. Bien sûr, je veux dire, et puis là, on regarde sur nos comptes, on a que dalle quoi. Enfin je veux dire c'est compliqué quoi. Ouais. Et là on se lance comme ça dans l'achat-revente. Ok. Voilà, tu en sauras plus sur ce bien là, c'est ça? Alors, non, okay. non. On va, les gens iront te voir sur les réseaux pour la suite, mais donc tu es passé de ça, donc là on est en quelle année quand tu as acheté ce premier bien en achat-revente? On est sur 2020. 2020, on est en 2024. Ouais. J'ai lu j'ai révisé avant de venir te voir. J'ai lu que tu voulais aujourd'hui, l'année prochaine, faire 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 ans après. C'est incroyable. La question que se posent les gens qui nous regardent, du coup, c'est si tu pouvais, de manière résumée, mais nous donner les quelques étapes pour passer de salarié à entrepreneur, pour quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, parce que ça c'est ton parcours et le parcours de chacun est différent. C'est quoi les étapes du coup pour toi pour passer de salarié à entrepreneur? C'est une bonne question en réalité. Moi j'ai pas un parcours classique du tout. Ouais, c'est ça. Et comme beaucoup de personnes, mais je viens d'un milieu pour le coup comme tout le monde, mais en vrai on était vraiment loin de là, tu vois. Les croyances limitantes, elles étaient vraiment présentes en réalité. Et du coup c'est un parcours qui a été très long et qui est toujours long pour atteindre des stades. Là je suis là, mais j'ai des ambitions et pour atteindre d'autres ambitions, il faut que je casse plein de choses et que plein de fausses croyances et tout ça. Donc le parcours est encore long. Qu'est-ce que je dirais pour une personne? C'est de croire en soi, c'est important. Vraiment de croire en soi, et je crois que l'entourage peut vraiment être compliqué à gérer si tu as des ambitions et que ton entourage à côté n'est pas aussi ambitieux que toi. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Mais c'est des trucs tout bêtes, ça peut être ta mère qui veut juste, qui sait pas de quoi tu parles et du coup elle veut que tu sois en sécurité, elle veut pas que tu prennes de risques, donc en bonne mère de famille, eh bien elle va te conseiller un truc safe. Ou ça peut être ton collègue de boulot. Moi c'était ça, j'étais dans une boîte de 180 salariés et avant de partir en tant que marchand de biens, ça veut dire j'ai posé une démission, une rupture conventionnelle, j'ai dit je veux partir, on dit mais t'es fou, t'as ta voiture de fonction, t'as ton téléphone, c'est ça. Tu travailles au bureau, t'es plus sur les chantiers David. Et donc tu te poses des questions et en fait, et voilà, et tu commences à parler de choses qu'on ne connaît pas, d'immobilier. Enfin, t'as déjà été là-dedans, je pense, quand tu parles d'un truc que peu de gens connaissent, c'est possible de se faire de l'argent avec de l'immobilier rien que locatif, c'est lunaire pour beaucoup de personnes. Ouais, mais parce que les gens s'imaginent qu'ils travaillent à la sueur de leur front et qu'en fait cet argent c'est pour acheter sa résidence principale au mieux. Et vraiment si tu es complètement dingue, tu achètes un locatif à côté, une résidence secondaire. Et ça s'arrête là. Et en fait, voilà, ce que je peux dire, c'est ça, c'est vraiment de croire en soi et de pas forcément écouter les personnes qui sont à côté. Ça reste qu'il y a des choses à écouter quand même. Il ne faut pas partir n'importe où et il faut travailler. Et moi, je dis souvent que si tu travailles avec constance et plus que la moyenne, c'est sûr que tu arrives à faire quelque chose. Donc l'immobilier facile, qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire devenir rentier, gagner beaucoup d'argent du jour au lendemain sans effort, ça n'existe pas pour toi? Ah non. On est d'accord? Ah non. Ok. Non, c'est du travail, au contraire. On parlera de marchand de biens peut-être tout à l'heure, mais c'est de l'argent, c'est de la gestion émotionnelle, c'est des risques, beaucoup de risques. Des efforts. C'est des efforts, c'est tout quoi. C'est essayer de craquer les codes, alors qu'à la base, tu es comme tout le monde. Bien sûr. C'est le soir, tu as ton gosse qui pleure à 2h du matin, après tu te rendors pas, tu comptes les oiseaux, tu te dis mais attends, enfin voilà, c'est un vrai taf. Alors moi j'ai une question à te poser avant qu'on passe sur le cœur de ton métier aujourd'hui qui est marchand de biens. Aujourd'hui beaucoup de Français et du coup beaucoup de personnes qui nous regardent là aujourd'hui se posent la question de dire ok, est-ce qu'en 2024 avec la situation économique actuelle, ça vaut encore le coup d'investir dans l'immobilier? Et pour toi, est-ce que toutes ces personnes doivent passer à l'action ou il faut vraiment qu'ils se posent une question sur est-ce que la France est encore intéressante ou pas? Écoute, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Moi, j'ai du mal à y répondre parce qu'il y a des personnes qui sont plus calées que moi sur le marché économique français. Et encore ce week-end, j'ai vu des personnes qui étaient vraiment calées dans le sujet. C'était des conseillers de l'État. Voilà. Moi, de base, je crois en mon pays. Je partais à la guerre pour beaucoup moins que ça. Et voilà, ça reste que maintenant, on est dans une situation où moi, en tant qu'entrepreneur, qui est compliquée parce qu'on doit payer beaucoup de choses. Quand on est dans la réalité des choses, on se rend compte que faut avoir envie de gagner de l'argent en France, faut y aller.
Ouais, quand on sort d'Instagram du côté très sympa, ouais. Il y a la fiscalité, il y a tout ça. Exactement. Il y a l'impôt sur les sociétés que toute boîte a, mais ça reste que, comme dans quasiment beaucoup de pays en réalité, mais ça reste que il faut assumer derrière quand même. Et écoute, oui, en France, on peut quand même lever de la dette, on peut faire des crédits, pour faire du locatif, on peut quand même emprunter de l'argent, ce qu'il n'y a pas dans plein de pays. On parle beaucoup de Dubaï. Dubaï, c'est super, mais il faut y aller avec du cash à Dubaï. Faut partir sur un pays qui a 30 ans, ou du moins le développement vraiment de ce pays, Dubaï, est de 30 ans. Donc la stabilité de la France, si on regarde l'historique… Toi, tu crois encore? Moi, j'y crois encore, ouais. Okay, J'y crois encore, mais ça reste que c'est sport. Pour être honnête, j'en parlais ce week-end et puis j'ai vu Anthony Bourbon ce week-end. Même lui, qui est vachement là-dedans, il se dit bon, écoute, on se pose des questions. On se pose des questions. Ouais, les questions sont à se poser. Donc voilà, écoute, je pense que c'est bien de regarder ce qui se fait à côté. Du moins, c'est bien de se renseigner sur le sujet et c'est bien. Je pense qu'il faut. C'est bien de commencer en France et peut-être. De prendre quelque chose après, une fois qu'on a quelque chose de solide en France. Ouais. Une personne qui a envie de partir sur l'immobilier, qui se dit non, je peux pas, ça fait 5 ans qu'elle attend, non, c'est toujours pas cette année, je pense que c'est une bêtise aussi, tu vois, parce que c'est jamais le bon moment. Elle va jamais passer à l'action. Tu vois, quand c'était les taux à 1%, c'était pas le bon moment parce qu'il y avait plein de choses. Et puis ensuite, est-ce que si la personne elle a un peu d'argent et elle se dit bon, je vais partir à l'étranger maintenant, je mets toutes mes économies à Dubaï, franchement, pour moi c'est beaucoup plus risqué. On n'a pas le recul qu'on a aujourd'hui en France, c'est ça le sujet. Et du coup, toi en France, ce que tu fais maintenant, parce qu'on a parlé de locatif, c'est de l'achat-revente. Ouais. Alors, l'achat-revente, si tu peux nous expliquer vraiment de manière très courte ce que c'est l'achat-revente. Ouais. Et ensuite, j'ai plein de questions à te poser. Il faut que tu donnes 2-3 tips aux auditeurs là, d'Orcadre. C'est quoi l'achat-revente? Alors, c'est un professionnel de l'immobilier, marchand de biens, qui achète de l'immobilier et qui revend cet immobilier plus cher, de sorte à dégager une marge et à vivre de cette marge ou à réinvestir dans sa société. Voilà. C'est un métier du coup, c'est quelque chose que tu fais après à temps plein. Ouais, tu peux faire de l'immobilier, tu peux être marchand de biens à mi-temps ou à temps plein. Tu peux le faire à côté de ton travail? Tu peux le faire à côté de ton travail, ouais. Okay. Ouais. D'accord. Alors quand on est marchand de biens, il y a une étape qui est la première étape, où moi il y a beaucoup de gens qui viennent me parler sur Instagram, sur TikTok pour me demander comment on fait pour rechercher un bien qui va être rentable sur de l'achat-revente. C'est quoi la typologie de bien? C'est une des grosses difficultés de l'immobilier et du marchand de biens de base, c'est de trouver un bien intéressant. Il faut trouver un bien soit qui est moins cher que le prix du marché, où il y a un potentiel à l'entrée. Ces biens-là sont compliqués à trouver parce que tu imagines bien que si sur le Bon Coin, il y a un appartement, tu sais, qui vaut 300 000 €, mais il est en vente à 200, dès le matin, généralement, l'annonce elle est enlevée et puis il a 15 visites. Donc là, c'est compliqué. Donc, ce qui est intéressant, c'est de remonter un petit peu, essayer de court-circuiter au maximum. Alors, on va passer par plusieurs choses, mais notamment le réseau. Et dans le réseau, ça comprend plein de choses. Ça comprend les agences immobilières, avoir un peu plus de feeling que la moyenne avec des agents immobiliers qui, dès qu'ils ont un bien intéressant, qui t'appellent de suite, qui disent David, j'ai ça d'intéressant, est-ce que ça t'intéresse? Donc ça, c'est quand même l'idéal. Créer une relation avec des agents immobiliers. Créer une relation de confiance, ouais. Il y a d'autres métiers que agent immobilier dans lesquels il faut avoir un réseau? Écoute, il y en a beaucoup en réalité. Ouais. Il y a les notaires qui sont intéressants. Ça reste que pour être le contact, le marchand de biens d'un notaire, il faut avoir un peu d'expérience où généralement chaque notaire travaille avec ses professionnels. Et ensuite, il y a des chasseurs immobiliers, eux qui passent leur journée sur le marché et puis qui peuvent te trouver des biens. Il y a les diagnostiqueurs aussi, mais pareil, à ces gens-là, c'est des personnes qui te connaissent déjà généralement un petit peu. Et ensuite, moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est du volume. Ça veut dire que si tu fais du volume, tu prends toutes les annonces qui sont en ligne depuis plus de 2 ans et tu fais du volume et tu fais des offres assez agressives en expliquant l'offre. Donc pour toi, il faut faire beaucoup d'offres pour un moment que ça passe, c'est ça? Enfin, c'est l'une des techniques. C'est pas ce que je fais tout le temps, mais en tout cas, c'est ce qui peut fonctionner. Ouais. Okay, pour trouver des biens rentables. En tout cas, c'est ce qui peut fonctionner si une personne elle commence et elle n'a pas de réseau, quoi. Alors justement, tu parles de faire de la négociation. Ouais. Comment ça se passe sur cette partie négociation? Comment on négocie un bien? Est-ce qu'on doit tout le temps négocier un bien? Est-ce que des fois il faut faire une offre au prix? Comment on fait pour négocier un bien? Non, il y a des biens qui sont déjà au prix intéressant et qui sont proposés à toi et pas à la concurrence de suite. Ça veut dire que si toi, il y a un agent immobilier qui dit David, j'ai ce bien-là à 400 000 €, je parle de gros chiffres, mais en tout cas, on est sur la Côte d'Azur en plus, 400 000 € alors qu'il vaut 500 par exemple, mais je le présente à toi avant de l'ouvrir la semaine prochaine à d'autres marchands de biens que je connais. Toi, si tu lui fais une offre à 350, il faut pouvoir l'expliquer, quoi. Ça reste qu'elle prend sa commission sur un bien à un certain prix, il faut être cohérent. Okay. Écoute, non, il ne faut pas négocier à chaque fois, mais ça reste que c'est comme tout, ça reste du business, ça reste de l'achat et à chaque fois que tu t'achètes quelque chose, enfin à chaque fois, en tout cas quand tu es sur l'immobilier,
ça peut être bien de le négocier. Ouais. Parce que tu peux facilement gratter au moins les frais de notaire dessus. Tu vois. Ok. Il y a une étape, alors ça là c'est l'étape que vous allez adorer, hein, vous qui nous regardez, c'est la banque. Ouais. Et là aussi, il se dit plein de choses sur internet. Moi j'ai vu des choses qui disent qu'il faut mentir à sa banque. Ouais. J'en ai vu d'autres qui disent c'est facile d'enchaîner les biens. J'ai vu plein de choses. C'est quoi ton avis et c'est quoi le tips que tu peux donner sur la banque? Moi j'ai parlé de marchand de biens, bien sûr. Parce que c'est mon truc. Déjà, quand tu fais de l'achat-revente, tes marchands de biens, les banques, c'est pas des banques traditionnelles, c'est des services promotion et ils vont avoir un regard différent. Mais même quand tu débutes, parce que des fois tu peux débuter par ta résidence principale que tu vas revendre. Ouais. Du coup, si tu achètes en nom propre, tu n'es pas marchand de biens. Donc là c'est plutôt une banque classique. Ouais. Mais mentir sur ce que tu as, sur ton patrimoine et tout, je ne conseille pas forcément. Enfin, en tout cas, il faut savoir les risques. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Si on commence à mentir à un organisme de financement tel que la banque, écoute, faut être au clair avec ce qui peut en être plus tard. Donc, c'est pas ce que je conseille. Et sur la partie pro, du coup, sur la partie professionnelle, sur la banques partie qui sont pas les banques professionnelles, les mêmes services. Quand tu ne vas pas avoir d'expérience, quand tu n'auras pas d'expérience dans l'achat-revente, dans le marchand de biens surtout, si tu n'as pas d'expérience professionnelle, ça va être plus compliqué de te faire prêter. Il faut avoir de l'expérience de l'antécédent. Alors tu peux avoir l'antécédent en nom propre et dire j'ai revendu des biens immobiliers, ça a fonctionné, tout ça. Et ensuite, elles vont te demander de l'apport, obligatoirement. Donc l'apport, c'est entre 20% si une banque te connaît et qu'elle travaille avec toi, et ça peut monter à 40%. Quand tu es professionnel? Ouais. Donc c'est chaud pour commencer, il faut quand même avoir de l'apport. Alors il faut avoir de l'apport, ou du moins il faut avoir quelque chose qui pose cet apport sur la banque. Mais même si tu as de l'apport, même si tu achètes un bien et tu as de l'apport, les banques elles peuvent dire écoute, c'est trop risqué pour moi et je te finance pas parce que je te connais pas, parce qu'il y a juste 10 marchands de biens qui ont toqué à ma porte cette semaine et que je connais et voilà, c'est toujours pareil. Donc il faut arriver avec le projet le moins risqué possible, le plus safe, et il faut avoir de l'argent. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, si tu n'as pas de l'apport, les banques te recadreront, c'est sûr. Ouais, c'est la condition sine qua non. Ok. Alors tu parlais là de risque. L'un des risques dans l'immobilier et sur la partie achat-revente, mais je vais te laisser nous expliquer. Il faut tout le temps faire des travaux quand on est marchand de biens pour valoriser le bien. Alors j'imagine que ça dépend où on est. Là, on est, alors pour vous qui nous regardez, on est sur la Côte d'Azur. On est dans un endroit qui correspond à l'invité. On est en forêt, l'alpinisme. On est normalement plutôt pas mal. Mais du coup, cette partie travaux, est-ce qu'elle est obligatoire dans l'achat-revente? Alors non. Le marchand de biens, il fait toutes sortes de choses. Faut-il savoir le faire? Mais en tout cas, il découpe, il divise, et sinon il apporte de la valeur. Donc ça peut être acheter un immeuble en monopropriété. Il y a un seul propriétaire, on achète un immeuble de 3 lots et on va juste créer une copropriété et on va vendre les lots séparément. Donc ça Juste faire ça, déjà tu peux gagner de l'argent alors? Juste en faisant ça, on peut gagner de l'argent. Ouais. Ok, donc là tu prends quoi? Un géomètre, tu fais un règlement de copro et tu divises juste? Exactement, tu prends un géomètre, tu fais un état d'esprit de division. Ensuite tu fais en sorte qu'il y ait les compteurs d'eau et les compteurs d'électricité pour chaque logement. Ensuite tu fais un règlement de copro une fois que tu as vendu ton premier lot. Et puis, donc ça se passe avec le notaire? Ça te passe avec le notaire, ouais. C'est le notaire qui le fait en partie. Et puis ensuite tu vends comme ça et puis voilà. Et si c'est un bien qui se prête et qui se vend plus cher, si c'est vendu séparément, ça peut être intéressant. Ouais. Donc s'il y a ça, il peut y avoir de la division parcellaire. Ça veut dire qu'on achète une maison, avec un terrain à bâtir. Il y en a sur la Côte d'Azur, ici il y en a moins forcément parce que c'est très tendu. Mais en tout cas dans les Alpes il y en a un peu plus. Et du coup si on achète la maison avec le terrain, et si la valeur du terrain à bâtir n'est pas compris en totalité dans le prix de vente du projet, eh bien si on découpe, il est possible de revendre le terrain séparément et du coup de marger sur l'opération. C'est-à-dire qu'on revend la maison, pour faire simple, on achète 400 000 € le tout, on revend la maison par exemple 350 et on revend le terrain 150 par exemple. Ok, voilà. Ah ouais, tu fais simplement. Il y a un sujet de TVA dessus, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Et donc la partie travaux, du coup des fois on doit faire des travaux. Oui. Cette partie elle est risquée. On a parlé dans d'autres épisodes de personnes qui se sont fait arnaquer aussi. Cette partie travaux, ça arrive. Comment on choisit un bon prestataire travaux? Comment on appréhende cette partie travaux? Alors le plus intéressant, ça reste la recommandation ou le bouche à oreille. Tu sais, c'est toujours bien quand on te dit écoute, j'ai ce plombier à recommander parce que j'ai déjà travaillé avec lui. Et si c'est un marchand de biens qui te le propose, c'est encore mieux parce que du coup il connaît un petit peu des choses qui peuvent être complexes liées aux travaux. Donc recommandations. Okay. Les recommandations, ça c'est le top. Ouais. C'est le top. Et ça reste qu'un artisan qui a bien travaillé avec toi une fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois, peut-être que la 6e fois, il va te faire un truc qu'il t'a jamais fait. Soit il va te
facturer des choses plus chères qui n'étaient pas prévues, soit il va être plus long sur ton chantier, peut-être qu'il va te planter à des moments. Voilà, moi ça m'est déjà arrivé, hein. Donc typiquement un plombier ou en fait même un il y a du monde, ouais. En fait ils prennent la confiance petit à petit. En fait il n'était pas réglo sur tout, quoi. Donc les délais, il voulait pas faire certaines choses qu'il faisait avant, il chiffrait bien plus cher alors qu'on s'était basé sur certains prix. Donc il faut savoir changer d'artisan aussi. Il faut savoir s'entourer, c'est important. Tout seul généralement on va pas très loin, donc il faut travailler avec des personnes de confiance et voilà. Ok. Il y a une autre partie qui coûte de l'argent aussi, on va les aborder toutes, hein, mais une autre partie qui coûte de l'argent, c'est la partie fiscalité. Ouais. Comment ça se passe pour un marchand de biens, la fiscalité ? Comme toute entreprise, tu vas payer l'IS, l'impôt sur les sociétés. Ouais. Donc l'impôt sur les sociétés, 15 et 25%. Et ensuite, donc ça c'est la fiscalité. On va avoir de la TVA aussi sur certains projets. Alors en marchand de biens, c'est assez particulier. Ça c'est ce qu'on n'a pas quand on fait de la... quand on n'est pas en société en tout cas, on va avoir de la TVA et la TVA, elle sera soit en marchand de biens en exo-TVA ou TVA sur marge. D'accord. Ok, ça te parle ça un petit peu ? Non, mais tu peux expliquer pour tout le monde parce que moi ça ne me parle pas déjà, donc tu peux expliquer rapidement. En gros, en marchand de biens, tu peux choisir dans certains cas, c'est toujours pareil, si tu es en exonération de TVA, donc tu ne payes pas ta TVA mais tu ne la récupères pas, et si tu es en TVA sur marge, ça veut dire que tu vas payer ta TVA, tu t'achètes 300, tu revends 400, les 100 000 de marge, tu vas payer ta TVA dessus. Ça c'est sur marge. Et sinon il y a la TVA sur le prix total, donc ça veut dire que tu vas payer ta TVA sur les 400, sur ta revente, sur ton CA. Ça c'est dans certains cas si tu es considéré comme une revente dans le neuf. D'accord. Okay. Et donc ça, c'est un gros sujet qu'il faut prendre en compte bien avant, parce que tu peux avoir des mauvaises surprises. Donc ça c'est un point. Et ensuite, il y a bien évidemment la flat tax. Donc une fois que tu as fait tourner ta société et que tu as payé ton impôt sur les sociétés, et bien maintenant, c'est pas ton argent encore, même si tu as travaillé pour. Et du coup, là, tu as plein de solutions, hein. Tu peux te salarier sur ta boîte et tu peux te sortir des dividendes. Et pour là, tu vas payer la flat tax. Donc, ça fait beaucoup de fiscalité quand même. Ça fait beaucoup de fiscalité. Ouais. Non, mais parce qu'il y en a beaucoup, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'en vois beaucoup moi sur les réseaux sociaux qui font des calculs assez simples en disant j'ai acheté 1 million, je vends 1,5 million, et on a l'impression en fin de compte dans leurs propos qu'ils ont récupéré 500 000, mais en fait tu ne récupères pas les 500 000. Il y a tellement de choses à payer. En fait, déjà il y a un truc, ce serait faux de parler de l'impôt sur les sociétés, parce que l'impôt sur les sociétés se règle dans l'entreprise. C'est-à-dire que nous on fait de la charge, je suis venu en voiture, tu m'as vu tout à l'heure au bureau. Ça passe sur la société et du coup, en fait, si je faisais le calcul projet par projet, ce serait faussé. Donc, parce que j'ai bien évidemment de la charge et du coup, ça vient déduire l'impôt sur l'IS que je dois. Donc voilà. Mais c'est vrai que bien évidemment, comme toute société française, on doit payer l'impôt sur les sociétés. Ouais. Je voulais aborder un autre sujet avec toi. On a parlé tout à l'heure de cette notion d'investir ou pas en France. Je ne sais pas si tu l'as vu déjà. Mais il y a la loi Finance 2025 les premiers amendements ont été adoptés. Voilà, le projet est maintenant lisible. Et il y a une chose qui concerne pas les marchands de biens parce que c'est un peu les concurrents des marchands de biens qui ne sont pas professionnels, mais c'est cette notion d'exonération sur la plus-value, sur la résidence principale qui peut ne plus exister ou en tout cas exister au-dessus de 5 ans. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses et est-ce que tu as déjà des solutions, si tu y as réfléchi, parce que ça vient de sortir, non, est-ce que tu as déjà des solutions pour ces personnes qui font ça et déjà est-ce que tu trouves que c'est normal de faire ça ? Normal, c'est justifié en réalité. Ça veut dire que bien évidemment, si il y a une petite niche fiscale qui dit que tu ne payes pas d'impôt sur la revente de ta résidence principale, ça reste qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc il y en a qui en profitent beaucoup. Et du coup, c'est au risque péril, pareil, de chacun, hein, mais du coup, ça peut, mais en tout cas, ça se fait. Et c'est vrai que si tu revends ta résidence, moi, par exemple, je déménage beaucoup. Je déménage beaucoup pour plein de raisons. J'étais à Grenoble il y a 1 an et demi, je suis descendu sur la Côte d'Azur. Oui, pas forcément au-dessus de 5 ans. C'est ça le sujet. Exactement. Donc là, tu peux être. Du coup, il y aura une histoire de marché immobilier qui peut être un peu plus bloqué du coup, parce que toi, du coup, tu risques de ne pas revendre au-dessus de 5 ans, toi qui déménageais avant. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Tu penses que tout dépend de la raison de ta revente. Si tu déménages pour après ta plus-value, tu la fais quand même, hein, sauf que tu vas payer de l'impôt dessus. Donc voilà. Mais ça reste que si tu déménages pour avoir cette plus-value et être exonéré d'imposition, ça, il faut attendre 5 ans, c'est sûr. Mais si tu déménages pour une bonne raison, parce que tu dois déménager dans un autre secteur ou déménager pour plus grand, tu as des enfants, j'en ai, et bien du coup, tu n'as pas le choix des fois de déménager. Et tu n'attends pas. C'est que les personnes qui font ce genre de choses qui connaissent ça. Mais sinon, une personne lambda,
Quoique c'est dommage aussi pour une personne qui ne sait pas ça. C'est-à-dire que n'importe quelle personne, moi je pense aux gens de ma famille qui achètent pour revendre s'ils sont imposés sur la plus-value. Ouais, ça va avoir des impacts. David, franchement, c'était vraiment cool de te recevoir. Avec plaisir. C'est passé super vite. C'est super intéressant. Allez le retrouver sur les réseaux sociaux. T'es quoi sur Instagram? On va tout mettre dans la description. Au-dessus, le monteur va s'occuper de tout. Mais on peut te retrouver où du coup sur Instagram? Ouais, je suis un peu de partout. Je suis un peu de partout. Okay. Si j'y suis. Ouais, Instagram, TikTok, voilà, LinkedIn, YouTube. Je commence un petit peu YouTube. Ah, tu commences ouais. Ok. Et du coup, je crois que tu proposes aussi des accompagnements, toi? Ouais. Ok, tu peux en parler rapidement? Ouais, c'est très simple. J'accompagne des personnes pour réaliser un projet d'achat-revente. Ouais. Que ce soit justement en nom propre ou en société de marchand de biens, pour plein de raisons. Pour faire simple, c'est que les personnes qui veulent faire de l'achat-revente, je ne les pousse pas, vas-y, sois professionnel. Pas du tout. Pas du tout, parce que justement, on en parlait tout à l'heure, mais professionnel, c'est pas toujours simple et il y a beaucoup de choses à savoir. Et du coup, j'accompagne des personnes pendant 12 mois à réaliser un projet d'achat-revente. Bien évidemment, les entrées sont un peu, on regarde quelles personnes on fait rentrer et ce qu'on peut faire avec eux. Ouais, tu prends pas tout le monde? On prend pas tout le monde, non. Okay. Non. Et du coup, voilà, donc c'est ce que je fais en parallèle, ouais. Ok, trop bien. Bah, merci beaucoup d'être. Merci à toi. Pas d'être venu parce que c'est toi qui nous reçois, mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir. Merci. Merci à toi. Les amis, retrouvez-nous dès le mois prochain pour le prochain épisode de Hors Cadre avec encore un invité exceptionnel.